Aujourd'hui, nous allons poursuivre les notes de cours sur les probabilités. D'abord, nous allons commencer avec les types d'événements. Donc, il y a pour commencer 3 types d'événements. Le premier est un événement que l'on dit certain si la probabilité de l'obtenir est égale à 1. Autrement dit, si nous avons 100% de chances d'obtenir ce qui nous intéresse, alors il s'agit d'un événement qui est certain. Par exemple, l'événement tirer une bille verte d'un sac qui ne contient que des billes vertes est un événement qui est certain car nous sommes sûrs à 100% de piger une bille verte dans cette situation-là. Ensuite, nous avons les événements qui sont probables. Donc ici, on parle des événements qui ont une probabilité entre 0 et 1 exclusivement. Donc, par exemple, l'événement tirer une bille verte dans un sac qui en contiendrait des rouges et des vertes. Donc, nous avons certaines chances d'obtenir une bille verte et certaines chances d'obtenir des billes rouges. Et finalement, nous avons les événements qui sont impossibles. Donc ici, si la probabilité de l'obtenir est égale à 0. Donc, encore une fois, avec mon sac, je veux tirer des billes vertes. Par contre, dans mon sac ici, si je n'ai que des billes bleues, eh bien, c'est impossible de piger des billes vertes. Nous avons ensuite les événements qu'on appelle élémentaires. Donc, un événement est élémentaire s'il contient un seul résultat de l'univers des possibles. Donc, je n'ai qu'une seule réponse qui m'intéresse par rapport à l'événement concerné. Donc, par exemple, obtenir un nombre qui est ni premier ni composé en lançant un dé à 6 faces, eh bien, ici, la seule réponse possible est 1, donc il s'agit bien d'un événement élémentaire. Lorsque je cherche la probabilité d'un événement, je dois faire la somme des probabilités de chacun des événements élémentaires qui le composent. Par exemple, toujours avec un dé à 6 faces, je cherche la probabilité d'obtenir un 2 ou un 3. Donc, mon événement est obtenir un 2 ou un 3 et il est constitué de deux événements élémentaires, obtenir 2 et obtenir 3. Donc, lorsque je veux la probabilité d'avoir quelque chose ou autre chose, je dois venir faire la somme, donc l'addition des deux probabilités. Donc ici, je veux la probabilité d'obtenir un 2 plus la probabilité d'obtenir un 3. Je commence par me questionner, quelle est la probabilité d'obtenir un 2? Eh bien, ici, c'est un sixième. Quelle est la probabilité d'obtenir un 3? Même chose, un sixième. Je viens faire la somme. On n'oublie pas addition de fractions. Nous devons avoir un dénominateur commun, donc c'est ce que nous avons ici. Nous arrivons donc à 2 sixièmes et on n'oublie pas encore une fois de toujours venir réduire la fraction. En terminant, nous avons les événements qu'on appelle complémentaires. Des événements sont complémentaires si la somme des probabilités de ces événements donne 1 ou 100%. Si on prend par exemple une pièce de monnaie, tomber sur pile est une probabilité de 1/2. La probabilité, elle, de tomber sur face est aussi de 1/2. Donc, si on s'intéresse maintenant à la probabilité de tomber sur pile ou sur face, eh bien d'abord, pile, nous le savons, c'est 1/2. On se souvient, lorsque nous avons un ou, nous devons venir faire la somme. Et nous ajoutons maintenant la probabilité de tomber sur face, qui est elle aussi d'1/2. Donc, si nous faisons la somme de ces deux probabilités-là, nous obtenons une probabilité de 1. Donc, l'événement tombé sur pile et l'événement tombé sur face sont des événements qui sont complémentaires. Maintenant, quelques exercices. Donc, d'abord, Maude dépose 15 jetons dans un bol. Sans regarder, elle pige un jeton. Voici la répartition des jetons et l'événement qui lui est associé. Donc, lorsqu'on regarde le tableau, nous avons les jetons, donc la répartition selon les couleurs, et une lettre majuscule qui représente l'événement, par exemple, obtenir un jeton bleu ou piger un jeton bleu.
Donc, sur 15 jetons, nous voyons que nous avons 5 jetons bleus. Donc, c'est la quantité de jetons la plus élevée par rapport à toutes les autres couleurs. Donc, lorsqu'on veut venir placer dans la droite les événements les moins probables aux événements les plus probables, ici, on nous demande finalement de placer les probabilités en ordre croissant. Donc, sachant que pour les bleus, j'ai une quantité de 5 sur 15, c'est la probabilité la plus élevée. Donc, mon événement A va venir se placer dans la dernière case. À l'inverse, je n'ai qu'un seul jeton jaune, donc lorsque je compare avec toutes les autres quantités, c'est ma plus basse probabilité. Je vais donc venir placer l'événement C en premier. Prenez un instant maintenant pour aller placer les 3 événements manquants. Donc, en deuxième position, nous avons les jetons verts, donc l'événement D. Ensuite, nous avons les 3 jetons rouges, donc l'événement B. Et en avant-dernière position, nous avons finalement les jetons blancs avec l'événement E. Ici, nous voulons indiquer si les événements concernés sont certains. Nous allons terminer la capsule avec un mode de représentation qu'on appelle le diagramme de Venn. C'est le diagramme de Venn parce que ça a été inventé par John Venn en 1881. Pour comprendre ce mode de représentation, nous allons directement utiliser un exemple. Donc, je lance un dé à 10 faces, donc numéroté de 1 à 10. La première chose que je vais venir faire, c'est indiquer entre accolades mon univers des possibles. Je rappelle que c'est représenté par le symbole oméga. Ensuite, dans le cas qui nous intéresse, nous avons 2 événements. Donc, l'événement A, obtenir un nombre pair, et l'événement B, obtenir un diviseur de 10. Donc, je vais commencer par aller indiquer encore une fois entre accolades les nombres qui correspondent aux 2 événements qui m'intéressent. Donc, d'abord, l'événement A, obtenir un nombre pair, nous avons les nombres 2, 4, 6, 8 et 10. Ensuite, les diviseurs de 10, nous avons 1, 2, 5 et 10. Le diagramme de Venn, vous avez la structure qui est déjà représentée dans votre cahier. Donc, nous avons d'abord les 2 cercles qui représentent les 2 événements qui nous intéressent. C'est important que ces 2 cercles-là soient toujours entrecroisés. Et autour de ça, nous avons un encadré dans lequel nous allons représenter l'ensemble des univers possibles, donc l'ensemble des résultats possibles. C'est important d'aller placer les nombres aux bons endroits. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les nombres qui appartiennent à A doivent être dans la bulle A et les nombres qui appartiennent à B doivent être dans la bulle B. Par contre, certains nombres sont dans les 2 événements à la fois. Donc, par exemple, le 2 et le 10. Donc, ces 2 nombres-là doivent être placés dans les 2 bulles en même temps, donc au centre. Les nombres qui restent dans l'événement A vont évidemment être placés dans la bulle A. Et les événements qui restent dans l'événement B, donc 1 et 5, vont devoir être placés strictement dans la bulle B. Par contre, on constate que certains nombres, le 3, le 7 et le 9, n'ont été placés nulle part. C'est important d'en encadrer que tous les nombres de l'univers des possibles soient présents. Donc, les nombres qui ne sont ni dans l'événement A ni dans l'événement B vont être placés dans l'encadré, mais à l'extérieur des bulles. Maintenant que nous avons le diagramme de Venn, il est plus facile d'aller calculer certaines probabilités. Donc, d'abord, on s'intéresse à la probabilité d'obtenir un nombre pair. Si on se souvient bien, la bulle qui représente l'événement A était en fait constituée des nombres pairs. Donc, il nous suffit d'aller voir combien de chiffres sont dans cette bulle-là par rapport au nombre de chiffres total. Donc, ici, nous avons 5 chiffres sur une possibilité de 10, fraction qui peut être réduite ici à 1/2. Deuxième probabilité,
on s'intéresse au diviseur de 10. Donc, même chose, mais cette fois-ci, on va aller regarder la bulle B. Donc, nous avons 4 éléments à l'intérieur de la bulle, donc 4 sur 10, qui peut encore une fois être réduite à 2 sur 5. Le diagramme de Venn va devenir beaucoup plus pertinent lorsqu'on va aller calculer la probabilité de 2 événements mis ensemble. Donc, par exemple, je veux obtenir un nombre qui est pair ou un diviseur de 10. Donc, ici, je veux un nombre qui est dans la bulle A ou dans la bulle B. Donc, ici, je dois aller calculer il y a combien de chiffres dans les deux bulles au total. Donc, j'ai 7 chiffres sur une possibilité de 10. Ici, il s'agit déjà d'une fraction qui est irréductible. Donc, lorsque nous avons un « ou », nous devons simplement aller calculer le nombre d'éléments dans les deux bulles mis ensemble. Et finalement, si je cherche la probabilité d'avoir un nombre pair et un diviseur de 10, eh bien ici, je m'intéresse aux éléments qui avaient été mis dans les deux bulles en même temps, donc le 2 et le 10, ce qui représente 2 chiffres sur l'univers des possibles qui était constitué de 10 éléments. Donc, encore une fois ici, fraction qui peut être réduite à 1 sur 5.